Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus si nombreux. Alors merci David pour cette introduction et je remercie également chaleureusement les organisateurs de cette semaine du cerveau de m'avoir invité à faire cette conférence. Donc comme David vous l'a dit, la mémoire, bien évidemment, nous permet de nous souvenir du passé, mais comme nous allons le voir dans cet exposé, la mémoire nous permet également d'imaginer le futur. Alors le futur, c'est vraiment une dimension essentielle de notre expérience. Imaginez que vous réveillez un matin sans futur. Vous êtes incapable de vous projeter dans l'avenir et d'imaginer ce qui pourrait vous arriver dans une minute, dans une heure, dans un jour, dans une semaine, dans un mois ou dans un an. Seriez-vous la même personne? Comment allez-vous faire pour gérer votre vie? En fait, cette situation est difficilement imaginable tellement le futur fait partie de notre expérience et de notre vie quotidienne. En effet, si vous y pensez un instant, on passe énormément de temps à penser au futur. On envisage toutes sortes de situations qui pourraient nous arriver dans différents domaines de notre vie, concernant notre vie professionnelle, nos relations, nos amis, notre famille, notre situation financière. Donc nous allons imaginer toutes sortes d'événements qui pourraient se produire. Nous allons envisager différents moyens de faire face à ces événements, de les planifier, de s'y préparer. Et c'est précisément cette capacité à se projeter dans le futur que je vais aborder dans cet exposé. Alors plus précisément, j'aimerais aborder trois grandes questions. Tout d'abord, comment fait-on exactement pour se projeter dans le futur? Nous allons voir que la mémoire joue vraiment un rôle essentiel dans cette capacité. Ensuite, j'aimerais discuter des fonctions de nos pensées relatives au futur. Pourquoi finalement se projette-t-on dans le futur? Nous allons voir que ça nous permet de réaliser différentes choses, de planifier nos actions, de prendre des décisions, et ça nous donne aussi un sentiment d'identité personnelle. Et enfin, pour terminer l'exposé, je discuterai de la nature affective de nos projections futures. En effet, lorsqu'on imagine, lorsqu'on anticipe des événements futurs, souvent on se projette dans des événements qui ont une certaine valeur émotionnelle, soit des situations positives qu'on aimerait atteindre, ou au contraire des situations négatives qu'on craint et qu'on préférerait éviter. Bien, tout d'abord, le rôle de la mémoire dans l'imagination du futur. En fait, l'idée qu'il existe un lien étroit entre la capacité à se remémorer le passé d'une part et à se projeter dans le futur d'autre part n'est pas neuve. Vous pouvez trouver trace de l'intuition de ce lien dans certaines mythologies. Par exemple, Janus, qui est un des premiers dieux romains, selon la légende, avait reçu le don de voir le passé et également de voir le futur, ce qui est symbolisé par son double visage, comme vous pouvez voir sur cette statue, donc un visage orienté vers le passé et l'autre vers le futur. Alors cette idée qu'il existe un lien étroit entre la capacité à se remémorer le passé et à imaginer le futur est en fait largement appuyée par des études récentes dans différents champs de la psychologie et des neurosciences. Je vais maintenant vous présenter certaines de ces études. Tout d'abord, le rôle de la mémoire dans la capacité à imaginer le futur a été mis en évidence chez des patients qui présentent des troubles de mémoire. Handel Tulving, qui est vraiment un des grands chercheurs de la mémoire au Canada, a été un des premiers à mettre en évidence ce lien chez un patient amnésique qui est connu par ses initiales KC. Alors ce patient, KC, à l'âge de 30 ans, a eu un accident de moto qui a entraîné certaines lésions de son cerveau, et en particulier d'une partie interne de son cerveau qu'on appelle le lobe temporal médian, que vous pouvez voir ici, et qui contient l'hippocampe, la structure que vous voyez ici en bleu, qui joue un rôle fondamental dans la mémoire. Donc, suite à ces lésions, notamment de l'hippocampe, KC est devenu incapable de mémoriser toute nouvelle expérience qu'il faisait et également de se souvenir de toute expérience qu'il avait fait précédemment son accident. Donc il était incapable de prendre conscience de son passé personnel. Il a conservé une intelligence normale, des capacités langagières adéquates, donc vous pouvez avoir une conversation tout à fait normale avec lui, mais simplement il n'était plus capable de se souvenir consciemment d'épisodes qu'il a vécus dans le passé. Alors de manière intéressante, lors d'interviews avec ce patient, Tulving a constaté qu'il était également incapable de se projeter dans le futur.
Si vous lui demandez d'imaginer ce qu'il pourrait faire le lendemain ou dans une semaine, il est incapable de vous répondre. Il dit avoir l'esprit vide lorsqu'il essaye d'y penser. Le même type de vide d'ailleurs que lorsqu'il essaye de se remémorer des événements passés. Donc c'est un des premiers cas dans la littérature qui a été décrit où on voit qu'un patient qui a une amnésie sévère est non seulement incapable de se souvenir du passé, mais également de se projeter dans le futur. Et depuis lors, il y a d'autres cas qui ont été décrits et qui confirment bien que des problèmes de mémoire suite à une lésion cérébrale s'accompagnent également de difficultés à se projeter dans le futur. Alors, ce lien entre remémoration du passé et imagination du futur, on peut également l'observer chez le sujet sain au cours du développement chez l'enfant, par exemple. Alors, des travaux notamment d'un chercheur qui s'appelle Thomas Sodendorf en Australie a objectivé ce lien entre un développement des capacités de mémoire et de capacité à imaginer le futur. Alors comment ils ont fait? Ils ont fait une expérience assez simple. Ils ont demandé à un groupe d'enfants qui arrivaient au laboratoire avec leurs parents de décrire le plus d'événements possibles qui leur est arrivé la veille et également de décrire le plus d'événements possibles qui pourraient leur arriver le lendemain. Alors leurs réponses étaient enregistrées et ensuite on vérifiait avec les parents dans quelle mesure les réponses qu'ils ont fournies sont correctes, donc est-ce qu'il s'agit effectivement d'événements qui sont vécus dans le passé, et pour le futur, s'il s'agit de réponses plausibles, donc d'événements qui sont prévus ou qui pourraient raisonnablement se produire le lendemain. Alors, ces chercheurs ont évalué des enfants de différents âges, notamment des enfants de 3 et 4 ans. Alors, ce qu'ils ont observé, c'est qu'à 3 ans, seule une minorité en fait, des enfants sont capables d'effectuer cette tâche. Environ 40% des enfants sont capables de fournir des réponses correctes pour le passé et pour le futur. À 4 ans, on voit une amélioration des performances et cette fois, la majorité des enfants sont capables de se remémorer correctement des événements passés et d'imaginer aussi correctement des événements futurs. Et lorsqu'on regarde le nombre d'événements produits par les enfants, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, on voit effectivement qu'il y a une augmentation des performances. Donc vous voyez ici en gris les enfants de 3 ans, en gris plus foncé les enfants de 4 ans. Donc on voit que les enfants de 4 ans sont davantage capables de produire plus d'événements corrects pour le passé et ils ont également des meilleures performances pour le futur. Donc ils sont plus capables aussi d'imaginer des événements qui pourraient se produire de manière plausible le lendemain. Par ailleurs, les chercheurs ont aussi trouvé qu'il y a une corrélation, c'est-à-dire une relation étroite entre ces deux capacités. C'est-à-dire que les enfants qui sont le plus capables de se remémorer des événements passés sont également ceux qui sont le plus capables d'imaginer des événements qui pourraient se produire dans le futur. Donc à nouveau, on voit qu'il y a un lien étroit entre mémoration du passé et imagination du futur. Alors ce lien peut s'observer aussi, cette fois à l'autre bout de la vie, c'est-à-dire au cours du vieillissement. Toute une série de travaux montrent que le vieillissement s'accompagne de certaines difficultés de mémoire. Les personnes vont avoir tendance à récupérer de manière moins détaillée des événements passés. Et de manière intéressante, il y a des études récentes qui montrent également que ces difficultés de mémoire s'accompagnent aussi de difficultés à imaginer des événements futurs. Par exemple, il y a une recherche qui a été effectuée aux États-Unis, à l'université d'Harvard, dans laquelle les chercheurs ont testé un groupe de sujets jeunes qui avaient en moyenne 25 ans et un groupe de personnes âgées qui avaient plus de 70 ans. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est de demander à l'ensemble de ces participants, d'une part, de se remémorer de la manière la plus détaillée possible une série d'événements passés, des événements qu'ils avaient vécus la semaine passée et des événements qu'ils avaient vécus dans un passé plus lointain, c'est-à-dire il y a 1 an. Donc, pour chaque événement, les personnes devaient décrire leurs souvenirs de la manière la plus détaillée possible. Par exemple, décrire le lieu où elles se trouvaient, les personnes avec lesquelles elles se trouvaient, ce qui s'est produit, ce qu'elles ont ressenti éventuellement, etc. Imaginons par exemple quelqu'un qui se souvienne d'un baptême de plongée qu'elle a fait lors de vacances en Italie l'été passé. Elle pourrait par exemple se souvenir du matériel qu'elle a utilisé, de l'apparence du moniteur, de certains poissons qu'elle aurait pu observer
en faisant ce baptême de plongée d'un sentiment de bien-être, avec parfois un peu de crainte, etc. Donc on leur demandait vraiment d'essayer de revivre mentalement ces événements et de les décrire de la manière la plus détaillée possible. De manière semblable, on leur demandait également de se projeter dans le futur et d'imaginer des situations qui pourraient leur arriver la semaine prochaine ou à plus long terme, dans un an. Et on leur demandait également d'imaginer ces situations de la manière la plus détaillée possible. Par exemple, quelqu'un qui imagine le mariage d'une amie qui est prévu dans quelque temps pourrait par exemple imaginer la cérémonie, les personnes présentes, comment les tables sont dressées, imaginer un petit discours qu'elle pourrait faire lors de ce mariage, etc. Donc on demandait vraiment aux personnes de décrire leurs souvenirs d'une part et leur représentation des événements futurs de la manière la plus détaillée possible. Et donc les chercheurs ont, sur base de ces descriptions des souvenirs des projections futures, ont évalué ont compté le nombre de détails qui étaient inclus dans les événements. Donc combien il y avait de détails par rapport aux lieux, aux personnes, etc. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que le vieillissement, les personnes âgées avaient des souvenirs qui étaient en moyenne moins détaillés, comportaient moins de détails que les personnes jeunes. Vous pouvez voir ici, c'était le cas pour la semaine passée, et également pour des souvenirs un peu plus lointains de l'année passée. De manière intéressante, il y avait une différence qui était semblable pour l'imagination du futur. Donc vous voyez que les personnes âgées décrivaient des événements avec moins de détails par rapport aux personnes jeunes pour des événements qui pourraient se produire la semaine prochaine ou l'année prochaine. Et à nouveau, on constate qu'il y a un lien étroit entre les deux capacités, c'est-à-dire que les personnes qui produisent le plus de détails pour les événements passés sont également celles qui produisent le plus de détails pour les événements futurs, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Bien, d'autres recherches qui montrent à nouveau une contribution importante de la mémoire dans notre capacité à imaginer le futur sont des études d'imagerie cérébrale. Il y a un certain nombre de recherches qui ont été réalisées qui sont intéressées à voir finalement quelles sont les zones du cerveau qui s'activent lorsqu'on se projette mentalement dans des événements futurs. Alors ces recherches ont été réalisées de la manière suivante. Donc les personnes sont placées dans un scanner tel que celui que vous voyez ici et on va leur demander d'imaginer de la manière la plus détaillée possible une série d'événements qui pourraient vivre dans le futur. Par ailleurs, dans ces études, on demandait également aux personnes de se remémorer des événements qu'elles avaient vécus dans le passé, également de la manière la plus détaillée possible. Et donc, les chercheurs ont ensuite regardé dans quelle mesure les régions qui s'activent lorsque on se remémore des événements passés sont les mêmes que celles qui s'activent lorsqu'on imagine des événements futurs. Alors, il y a un peu plus d'une dizaine d'études qui ont été réalisées jusqu'à présent avec ce type de tâches. Et récemment, des chercheurs ont fait ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire une compilation des résultats de toutes les études qui ont été réalisées dans ce domaine, et qui montrent donc qu'effectivement, un certain nombre de régions cérébrales s'activent non seulement quand on se remémore des événements passés, mais également lorsqu'on imagine des événements futurs. Alors, il y a plusieurs régions qui sont impliquées, je ne vais pas les détailler toutes ici, mais on peut voir à nouveau une région dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est l'hippocampe. On a vu que c'est une région qui amène à des troubles de mémoire importants lorsqu'elle est lésée, et on voit que cette région, chez des sujets sains, s'active non seulement lorsqu'on se remémore des événements passés, donc ce qui confirme bien son implication dans la mémoire, mais également lorsqu'on imagine des événements futurs. Donc ces recherches montrent que lorsque l'on imagine des événements futurs, les régions qui nous permettent d'aller chercher de l'information mémoire s'activent. Alors je voudrais également brièvement mentionner, jusqu'à présent je vous ai présenté des recherches qui montrent ce rôle de la mémoire dans l'imagination du futur chez l'être humain. Je voudrais aussi brièvement mentionner qu'un certain nombre de travaux ont montré une contribution, une relation entre la mémoire et capacité à planifier le futur dans d'autres espèces. Et notamment, il y a des travaux qui ont été réalisés sur le jet buissonnier,
qui est un animal qui a des capacités de mémoire tout à fait intéressantes, et qui montre que cet animal est capable de mémoriser des changements de son environnement et de les utiliser pour planifier le futur. Notamment, il y a des recherches qui ont évalué, qui ont placé en fait ces oiseaux dans 2 environnements différents chaque matin. Un matin sur 2, on le plaçait dans l'environnement A, l'autre matin dans l'environnement B, en alternance. Dans un des 2 environnements, il recevait de manière systématique de la nourriture, alors que dans le second environnement, il n'en recevait jamais. On a habitué l'oiseau, donc on l'a exposé plusieurs jours de suite à ces environnements, et après, un soir, on lui a donné de la nourriture en abondance, nourriture qu'il pouvait stocker, qu'il pouvait aller cacher dans les 2 environnements auxquels il a été familiarisé précédemment. Eh bien, ce que les chercheurs ont observé, c'est que dans ces conditions, en fait, l'oiseau va aller cacher beaucoup plus de nourriture dans l'environnement où il a pris l'habitude de ne pas recevoir de petit déjeuner. Donc, ce qui montre bien que cet oiseau est capable de mémoriser des changements de l'environnement et de les utiliser pour planifier ses futurs repas. Donc, à nouveau, on voit à nouveau qu'il y a une contribution importante de la mémoire dans l'imagination du futur. Bien, donc, un ensemble de données chez des patients qui présentent le trouble de la mémoire, dans le développement de l'enfant, chez les personnes âgées, des études d'imagerie cérébrale, des études chez l'animal, montrent que la mémoire joue un rôle important dans notre capacité à imaginer le futur. Maintenant, quel est précisément ce rôle de la mémoire? Pourquoi ce lien entre mémoration du passé et imagination du futur? Eh bien, l'idée, c'est que pour pouvoir imaginer des événements futurs, on va aller puiser dans notre mémoire des informations. Donc, on va aller chercher des informations dans notre mémoire qui vont être utilisées pour imaginer des événements qui pourraient nous arriver dans le futur. Alors, lorsqu'on parle de mémoire, souvent on parle de mémoire au singulier, mais il faut savoir qu'il existe différents systèmes de mémoire. Ceux d'entre vous qui étaient là à la conférence de lundi, je pense avec Marcel van der Linden, ont eu une présentation assez détaillée de ces différents systèmes de mémoire. Ici, je ne vais pas vous présenter de manière détaillée tous ces systèmes, mais je voudrais simplement noter que 2 systèmes jouent un rôle particulièrement important dans notre capacité à imaginer le futur. Tout d'abord, ce qu'on appelle la mémoire épisodique. En fait, c'est la mémoire des événements qu'on a vécus personnellement dans le passé. En fait, c'est ce que la plupart des gens entendent par mémoire. Il s'agit de la mémoire épisodique. Vous vous souvenir, par exemple, d'une fête d'anniversaire entre amis que vous avez vécue samedi passé, vous vous souvenir des personnes qui étaient présentes, de l'environnement, etc. C'est votre mémoire épisodique qui vous permet de vous souvenir de cet événement. Donc, un premier système de mémoire qui joue un rôle. Le second, c'est ce qu'on appelle la mémoire sémantique. Là, il s'agit de l'ensemble des connaissances que nous avons sur le monde et sur nous-mêmes. L'ensemble des connaissances que vous avez en matière de géographie, d'histoire, de politique, etc., fait partie de votre mémoire sémantique. Et aussi certaines connaissances que vous avez par rapport à vous-même. Savoir où vous habitez, savoir que vous êtes quelqu'un de plus ou moins réservé, par exemple, c'est des connaissances qui font partie de votre mémoire sémantique. Bien, alors pour imaginer des événements futurs, bien, nous allons puiser des informations dans ces 2 systèmes de mémoire. Par exemple, imaginons que vous deviez, que vous avez prévu de rencontrer des retrouvailles avec un ami que vous n'avez plus vu depuis longtemps et qui est prévu samedi prochain. Si je vous demande d'imaginer cet événement en détail, vous allez très certainement puiser une série d'informations que vous avez en mémoire concernant cet ami. Par exemple, son apparence physique, certaines connaissances que vous avez par rapport à sa personnalité, ses activités, ses goûts, etc. Donc vous allez récupérer toute une série de connaissances dans votre mémoire sémantique par rapport à cet ami. Alors si vous essayez ensuite d'imaginer où vous pourriez passer ces retrouvailles avec cet ami, imaginons que vous souhaiteriez aller dans un restaurant que vous connaissez,
pour imaginer ce restaurant, vous allez peut-être vous souvenir de la dernière fois où vous y êtes allé, vous souvenir de la décoration, des tables, peut-être de ce que vous avez mangé, etc. Donc vous allez récupérer dans votre mémoire épisodique une expérience passée que vous avez vécue donc dans ce restaurant, et vous allez utiliser cette information pour imaginer cet événement futur. Si vous imaginez ces retrouvailles, vous allez sans doute aussi pouvoir imaginer toute une série de conversations que vous pourriez avoir avec cet ami, et pour ce faire, vous allez récupérer d'autres connaissances dans votre mémoire sémantique, par exemple par rapport au goût de cette personne, aux activités. Vous pourriez aussi vous souvenir de certaines expériences que vous avez eues en commun dans le passé, etc. Donc vous allez récupérer un ensemble de connaissances et vous allez recombiner ces connaissances l'une l'autre pour imaginer cet événement futur, ces retrouvailles avec cet ami. Donc pour résumer, notre mémoire, les informations que nous allons puiser dans notre mémoire vont être recombinées de manière à ce qu'on puisse imaginer en fait des événements qui ne sont peut-être jamais produits en tant que tels. Par exemple, vous n'avez peut-être jamais rencontré cet ami dans ce restaurant-là, mais le fait de récupérer ces informations en mémoire et de les recombiner de manière nouvelle vous permet d'imaginer ce type d'événement. Bien, alors maintenant, la deuxième question que je voudrais aborder, c'est pourquoi finalement se projette-t-on dans le futur ? C'est une question qui nous a intéressés il y a quelque temps. On a mené une recherche ici en collaboration avec des collègues de l'Université de Genève, notamment Martial van der Linden, dans lequel on s'est intéressé aux fonctions des pensées relatives au futur dont les personnes font l'expérience dans leur vie quotidienne. Donc pour ce faire, on a demandé à un groupe de participants de tenir un espèce de journal de bord qu'ils avaient avec eux dans leur vie quotidienne, et on leur demandait chaque fois d'enregistrer, chaque fois qu'une pensée relative au futur apparaissait dans leur esprit au cours de leurs activités quotidiennes, on leur demandait d'enregistrer cette pensée et de répondre à toute une série de questions, notamment quelle était la fonction de ces projections futures. Donc ce qu'on a observé, c'est que ces projections futures peuvent servir différents types de fonctions. Et comme vous le voyez, en fait, la majorité des projections futures ont un objectif de planification, c'est-à-dire qu'elles vont nous servir à préparer certaines activités, préparer une réunion de travail, par exemple, planifier un voyage que vous auriez prévu, ou penser simplement à des courses que vous devez faire en rentrant du bureau. Donc toute une série de pensées qui visent à planifier des actions que vous avez prévu de faire dans le futur. Alors d'autres pensées nous permettent de prendre des décisions, par exemple réfléchir à différentes orientations possibles dans son avenir professionnel, ou se dire qu'on devrait peut-être essayer de faire un peu plus de sport si on veut rester en meilleure santé. Certaines pensées ont un objectif de régulation émotionnelle, alors c'est un aspect que j'aborderai dans la dernière partie de cet exposé, et d'autres pensées peuvent aussi avoir comme fonction de nourrir en quelque sorte l'image qu'on a de nous-mêmes et de nous donner un sentiment d'identité. Alors je vais maintenant vous présenter de manière un peu plus détaillée ces différentes fonctions. Donc, tout d'abord, la planification. Un certain nombre de recherches montrent que notre capacité à imaginer le futur de manière détaillée joue un rôle essentiel dans la planification, donc c'est-à-dire dans le fait d'envisager les différentes étapes qui sont nécessaires à l'atteinte d'un but qu'on s'est fixé, et éventuellement envisager aussi différents obstacles qu'on doit franchir pour atteindre ce but. Et donc le fait de pouvoir imaginer de manière détaillée le futur va être bénéfique pour ce processus et va nous amener en fait à augmenter la probabilité qu'on va atteindre les buts qu'on s'est fixés. Donc par exemple, pour vous donner un exemple concret, il y a une recherche qui a été menée chez des étudiants universitaires aux États-Unis, dans lesquels les chercheurs ont demandé à un groupe d'étudiants, une semaine avant un examen important, ils ont demandé à ces étudiants de se projeter dans le futur et de planifier de la manière la plus détaillée possible tout ce qu'ils doivent faire pour essayer de bien réussir cet examen. Donc, par exemple, les étudiants pourraient se visualiser en train d'étudier,
penser qu'ils vont devoir résumer certains cours, peut-être aller à la bibliothèque, s'informer sur certaines questions, éventuellement se préparer à refuser propositions de sortie parce qu'ils doivent plutôt se concentrer sur leur étude, etc. Et ce que les chercheurs ont fait, c'est de demander à ces étudiants, chaque jour, pendant toute la semaine avant l'examen, de chaque jour, donc, se projeter quelques instants dans le futur et d'imaginer, de planifier de la manière la plus détaillée possible tout ce qu'ils doivent faire pour essayer de bien réussir l'examen. Ils ont comparé ces étudiants à un autre groupe d'étudiants auxquels on demandait simplement chaque jour de noter le nombre d'heures qu'ils avaient passé à étudier. La veille de l'examen, l'ensemble des étudiants ont été recontactés par les chercheurs et ils leur ont demandé à quel moment ils ont commencé à étudier pour cet examen et combien d'heures ils avaient passé au total à étudier. Et ce qu'ils ont observé, en fait, c'est que le premier groupe d'étudiants, donc ceux à qui on avait demandé de planifier de manière détaillée leurs activités, mais ils avaient commencé à étudier plus tôt et ils avaient passé plus d'heures à étudier par rapport au second groupe d'étudiants auxquels on demandait simplement de noter leurs heures d'études. De plus, les notes que les étudiants ont effectivement reçues à leur examen étaient meilleures dans le premier groupe par rapport au deuxième groupe. Donc voilà un exemple dans le domaine des études, mais il y a d'autres travaux qui montrent des résultats semblables, à savoir que le fait de pouvoir planifier de manière détaillée des événements futurs va en fait avoir tendance à augmenter la probabilité qu'on atteigne effectivement les buts qu'on s'est fixés. Donc, première grande fonction des projections futures, la planification. Deuxième fonction, c'est la prise de décision. Le fait de pouvoir imaginer des événements futurs va nous permettre de prendre des décisions, et en particulier de faire des choix qui sont plus avantageux à long terme. En fait, dans notre vie quotidienne, nous sommes constamment confrontés à des choix dans lesquels nous hésitons entre un plaisir immédiat et une satisfaction à plus long terme. Par exemple, quelqu'un qui aurait décidé de perdre du poids va hésiter entre choisir un gâteau au chocolat comme dessert, ce qui lui donnerait un plaisir immédiat, ou plutôt décider d'opter pour la salade de fruits, ce qui est plus en accord avec son objectif à long terme, qui serait d'essayer de perdre du poids. En fait, ce que plusieurs recherches montrent, c'est que notre capacité à nous projeter dans le futur va nous permettre de résister, dans une certaine mesure, aux tentations immédiates et de prendre des décisions qui sont plus avantageuses à long terme. Alors, comment évalue-t-on cette capacité de résister aux tentations immédiates, à faire des choix qui sont plus avantageux à long terme? Bien, une expérience célèbre qui a été réalisée chez l'enfant, c'est ce qu'on appelle le test des marshmallows. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Le principe, en fait, est très simple. L'enfant arrive dans le laboratoire et l'expérimentateur lui présente un marshmallow sur une assiette, donc, telle que vous voyez ici. Et puis il dit à l'enfant, tiens, zut, j'ai oublié mes clés de voiture, je vais devoir m'absenter un quart d'heure. Et il propose le choix suivant à l'enfant. Il lui dit, bon, écoute, tu vois ce marshmallow, soit tu peux le manger maintenant, mais je vais partir, j'en ai pour un quart d'heure. Si tu attends que je revienne et que tu ne le manges pas tout de suite, tu pourras en avoir 2 quand je serai revenu. Et donc, cette tâche va mesurer en quelque sorte la capacité de l'enfant à pouvoir résister à cette tentation immédiate, c'est-à-dire de manger le marshmallow qu'il a sous les yeux, et d'essayer d'y résister pour une satisfaction plus importante à long terme, c'est-à-dire d'avoir 2 marshmallows. Alors, de manière intéressante, en fait, cette capacité à résister à la tentation immédiate est prédictive. Plusieurs recherches montrent que ça prédit la réussite scolaire et même la réussite au niveau professionnel. Donc, dès l'enfance, on peut déjà, dans une certaine mesure, prédire, sur base de cette capacité à résister aux tentations immédiates, votre réussite ultérieure. Alors, chez l'adulte, il y a des tâches semblables qui ont été utilisées, mais cette fois, qui n'impliquent pas des marshmallows, mais des choix financiers. Donc, par exemple, on va demander à des personnes, est-ce que vous préférez recevoir 20 francs immédiatement ou 35 francs dans un mois?
En fait, ce que les études montrent, c'est que l'être humain a une tendance à opter de manière générale plutôt pour l'immédiateté. On va plutôt avoir tendance à préférer, à choisir plutôt le montant qu'on peut recevoir immédiatement. C'est ce que vous voyez ici. Donc, dans la balance de nos choix, il y a un poids de l'immédiateté. Mais alors, donc, c'est-à-dire, si je vous demande un choix entre vous préférez recevoir 20 francs maintenant ou 25 francs dans un mois, ben, il est très vraisemblable que vous allez me dire 20 francs maintenant. Par contre, si je vous dis est-ce que vous préférez recevoir 20 francs maintenant et 50 francs ou 50 francs dans un mois, ben là, vous allez peut-être commencer à se dire que ça peut être intéressant d'attendre. Mais de manière générale, on va avoir tendance à choisir l'immédiateté et à accorder moins de valeur aux choix qui impliquent un délai. Donc c'est pour ça qu'il faut des montants plus importants pour qu'on se décide à opter pour le choix qui est plus avantageux à long terme. Alors cette tendance naturelle à préférer l'immédiateté, en fait, des recherches montrent qu'elle peut être contrecarrée par notre capacité à nous projeter dans le futur. Dans ce type de tâche, si je vous propose à nouveau, est-ce que vous préférez 20 francs maintenant ou 35 francs dans un mois, et si on vous amène à penser de manière détaillée à ce que vous pourriez faire dans un mois, par exemple, imaginons que vous ayez prévu de partir un week-end à Paris, c'est juste un exemple, imaginons que ce soit le cas, et qu'on vous amène à imaginer ce que vous allez faire, ben tiens, oui, je vais aller visiter le Louvre, tiens, je pourrais boire un verre en terrasse, etc. Et bien, le fait d'imaginer tous ces événements-là va faire que vous allez avoir plus facile à résister à la tentation immédiate et à faire des choix qui sont plus avantageux à long terme, donc de choisir le montant qui est plus important, mais qui implique d'attendre un certain temps. Et alors, lorsqu'on regarde l'activité cérébrale de personnes qui effectuent ce type de choix, eh bien, on voit que certaines régions qui sont impliquées dans l'imagination du futur, et c'est le cas notamment d'une région ici qu'on appelle le cortex préfrontal ventromédian, bon, c'est une région qui est simplement ici derrière votre front, bien, cette région s'active lorsqu'on se projette dans le futur, et c'est elle qui va guider nos choix vers des options qui sont plus avantageuses à plus long terme. D'ailleurs, des patients qui ont une lésion de cette région suite à un accident vont avoir plus de difficultés à faire des choix optimaux et vont avoir tendance à préférer l'immédiateté, à faire des choix qui sont moins avantageux à long terme. Bien, donc, comme vous voyez, notre capacité à nous projeter dans le futur joue un rôle important également dans notre prise de décision. Alors, une autre grande fonction que j'aimerais aborder brièvement, c'est le rôle des projections de futur dans notre identité personnelle. J'ai commencé cet exposé en vous demandant d'essayer d'imaginer que vous n'ayez plus de futur, et en vous posant la question, est-ce que vous seriez la même personne ? Ce ne serait vraisemblablement pas le cas. En effet, nos projets personnels, les événements qu'on anticipe qui pourraient se produire dans le futur, fait vraiment partie de qui nous sommes et de notre sentiment d'identité personnelle. Alors c'est un thème qui nous a intéressés, dans lequel on a mené une série de recherches, et on a montré qu'effectivement, la plupart des gens ont une série d'événements futurs importants, auxquels elles pensent souvent, qui sont chargés émotionnellement bien souvent, et qui leur fournissent un sentiment d'identité, un sentiment que leur vie a un sens et une continuité. Alors le contenu précis de ces événements peut être très variable d'une personne à l'autre. Pour quelqu'un, ça pourrait être une réussite professionnelle, pour quelqu'un d'autre, le fait de se marier, la naissance d'un enfant, le fait d'acquérir un logement, que sais-je. Donc le contenu peut être très varié, mais pour une personne donnée, ces événements vont vraiment jouer un rôle important dans l'image qu'elle a de elle-même et lui donner un sens de continuité dans sa vie personnelle. Donc ce que ces recherches montrent, c'est que finalement, notre identité, qui nous sommes, se base non seulement sur ce qu'on a vécu dans le passé, mais aussi sur nos attentes, nos anticipations par rapport au futur. Alors cette contribution de l'imagination du futur dans notre sentiment d'identité est également mise en évidence par des recherches d'imagerie cérébrale. Notamment, on a trouvé dans certaines recherches que les régions qui s'activent lorsqu'on pense à des événements futurs importants
mais en fait sont les mêmes, en partie, que les régions qui s'activent lorsqu'on active des représentations des images de soi. Donc dans ces recherches, on a demandé à des personnes dans un scanner d'effectuer 2 types de tâches. Dans une première tâche, on leur demandait d'imaginer une série d'événements futurs qui étaient importants pour eux, c'est-à-dire des événements qui étaient en lien avec des projets personnels qui étaient importants pour eux. Et on leur demandait, dans une deuxième tâche, d'activer toute une série d'images de soi, c'est-à-dire qu'on leur présentait des traits de personnalité tels que timide, sincère, sociable, etc. Et pour chaque trait, on leur demandait de penser à soi-même et d'évaluer dans quelle mesure ce trait me correspond bien ou pas. Donc, est-ce que je suis quelqu'un de plus ou moins timide? Est-ce que je suis quelqu'un de sincère, etc. Donc, le but était simplement d'amener les personnes à activer certaines images qu'elles ont d'elles-mêmes. Ensuite, on a comparé les régions cérébrales donc, qui s'activent dans ces tâches à celles qui s'activent lorsqu'on imagine des événements futurs. Donc, vous voyez ici en jaune les régions à nouveau du cortex préfrontal médian qui s'active quand on pense aux événements futurs, en rouge lorsqu'on active des images de soi. Et vous voyez qu'il y a un recouvrement important dans cette région. Donc ces données suggèrent vraiment que ces événements futurs qu'on imagine, qui sont en lien avec nos projets personnels, vont en quelque sorte venir nourrir les images que l'on a de soi-même. Bien, alors, dans la dernière partie de cet exposé, je voudrais aborder la question de la nature affective de nos projections futures. En effet, si vous y pensez un instant, la plupart des événements qu'on imagine qu'on pourront se produire dans le futur sont rarement totalement neutres. Il s'agit souvent de situations positives, de choses qu'on aimerait atteindre, qu'on aimerait voir se réaliser, ou au contraire de situations négatives qu'on craint et qu'on préférerait éviter. Alors on s'est intéressé aussi à ces projections futures émotionnelles, et notamment ici en collaboration avec des collègues de Genève, dans le cadre du Centre de recherche en sciences affectives, qui est financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique, dans lequel on s'est intéressé tout d'abord de voir quelles sont les caractéristiques de ces projections futures émotionnelles telles que les personnes le vivent dans leur quotidien. Donc à nouveau, ce qu'on a fait, c'est demander à un groupe de participants de tenir un journal de bord dans lequel ils devaient enregistrer des pensées relatives au futur dont ils faisaient l'expérience dans leur vie quotidienne. Mais cette fois-ci, on leur demandait spécifiquement d'enregistrer les pensées qui étaient associées à une charge émotionnelle importante, qu'elle soit positive ou négative. Ce qu'on a observé, c'est que ces pensées sont en fait assez fréquentes. La plupart des gens en font l'expérience plusieurs fois par jour, peuvent arriver dans toutes sortes de contextes, qu'on soit au travail, chez soi, dans les transports en commun, etc. Ça arrive dans toutes sortes de situations. Et ces pensées impliquent toute une variété d'émotions. Vous voyez, certaines impliquent des émotions de joie, d'enthousiasme, des émotions de fierté, d'autres impliquent des émotions de peur, anxiété, stress, d'autres peuvent être liées à la tristesse, la colère, la honte, ou d'autres émotions. Donc on voit qu'il y a une variété d'émotions qui pouvaient être impliquées. Néanmoins, si vous regardez la fréquence de ces différentes émotions, on voit clairement que la plupart des pensées sont plutôt positives. Si vous combinez la joie, l'enthousiasme et la fierté, vous voyez, c'est la majorité des émotions rapportées. On a tendance à avoir moins de projections qui sont négatives. Donc il semble avoir une différence en termes de fréquence entre nos projections positives et négatives. Et également, ce qu'on a trouvé, c'est que la manière dont on va se représenter les événements est différente pour les événements positifs et négatifs. En fait, on peut penser au futur de 2 grandes manières différentes. On peut le représenter sous forme d'images visuelles, par exemple visualiser un événement, le lieu, les personnes, ce qu'on pourrait être en train de faire, etc. Donc c'est un premier type de pensée par rapport au futur. Un autre type, c'est des pensées qui sont plutôt de nature verbale, comme un langage intérieur, comme si on se racontait l'événement à soi-même. Tiens, oui, je vais faire ci, ça, mais sans nécessairement le visualiser. Bien, ce qu'on a observé, c'est que ces 2 types de représentation du futur, donc visuel versus qui implique un langage intérieur,
diffèrent selon la nature émotionnelle des représentations. En fait, comme vous pouvez le voir ici, donc, les projections positives impliquent de l'imagerie visuelle dans une plus grande mesure que les projections négatives, alors que les projections négatives impliquent plutôt un langage intérieur, comme si on se raconte l'événement à soi-même, dans une plus grande mesure que les projections positives. Alors en fait, certains travaux montrent que le fait de se représenter un événement de manière visuelle va avoir un rôle très important comme déclencheur de l'émotion. C'est le fait de visualiser une situation qui va faire qu'elle va avoir une charge émotionnelle importante. Le fait donc qu'on a tendance à moins visualiser des événements négatifs pourrait être une manière en quelque sorte d'essayer de se protéger de l'impact émotionnel que pourraient avoir ces projections futures. Alors nous avons vu tout à l'heure qu'un certain nombre, plusieurs régions cérébrales s'activent lorsque l'on imagine des événements futurs. Eh bien, certaines de ces régions semblent particulièrement impliquées dans le fait de traiter l'émotion associée à nos représentations. Et c'est le cas de cette région dont on a déjà parlé, qui est le cortex préfrontal médian, que vous voyez ici, donc qui est derrière votre front, et qui est vraiment une région impliquée dans le fait d'attribuer une valeur émotionnelle aux événements qu'on imagine. Et d'ailleurs, c'est cette valeur émotionnelle qui va jouer un grand rôle dans la prise de décision et le fait d'orienter nos choix, qui va nous motiver à faire des choix qui sont plus avantageux à long terme, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors un autre aspect intéressant lorsqu'on parle d'émotion et de projection future, c'est ce qu'on appelle le biais d'optimisme. En fait, il y a un certain nombre de travaux qui montrent que la plupart des gens ont tendance à surestimer la probabilité qu'ils vont vivre des événements positifs dans le futur et à sous-estimer la probabilité qu'ils vont vivre des événements négatifs. La plupart des gens estiment qu'elles vont être en meilleure santé que la moyenne des gens, par exemple, qu'elles vont être heureuses dans leur vie professionnelle, qu'elles vont avoir une vie de couple réussie, etc. Et par contre, vont sous-estimer la probabilité qu'elles soient atteintes d'une maladie grave, qu'elles aient un accident, qu'elles puissent divorcer, etc. Donc on parle de biais d'optimisme. Pourquoi ? On parle de biais parce qu'il y a une différence entre nos attentes et puis ce qui va réellement se passer. Donc on a tendance à avoir des attentes qui sont davantage positives par rapport à ce qui va réellement être vécu dans le futur. Alors comment on peut dire ça ? Comment on peut mettre ça en évidence ? Par exemple, il y a des recherches qui ont été effectuées dans lesquelles on demandait à des participants d'évaluer la probabilité qu'une série d'événements qu'on leur proposait pourrait leur arriver le mois prochain. Alors on leur proposait des événements positifs, comme par exemple recevoir un cadeau inattendu, des événements négatifs, comme par exemple avoir un accident de voiture, et il y avait d'autres événements qui étaient des événements neutres. Un mois après cette première phase de l'expérience, donc on demandait pour chaque événement à la personne de dire quelle est la probabilité qu'elle pourrait vivre dans ce mois à venir. Donc un mois après, on les recontactait et on leur demandait pour chaque événement, est-ce qu'ils ont effectivement vécu ou non cet événement dans le mois passé. Et ce que les chercheurs ont constaté, c'est que lorsqu'on demande aux personnes de prédire la probabilité de ces différents événements, vous voyez, elles prédisent que les événements positifs sont plus probables que les événements négatifs et neutres. Donc elles ont des attentes plutôt positives par rapport à leur futur. Alors qu'en réalité, vous voyez ici ce qui s'est réellement produit lorsqu'on a recontacté les personnes un mois après, on voit qu'il n'y a pas de différence en fait, qui sont statistiquement significatives entre les trois types d'événements. Donc on peut bien parler de biais d'optimisme dans le sens où on a des attentes davantage positives, mais qui finalement ne vont pas nécessairement se réaliser. Ce biais d'optimisme a aussi été étudié par l'imagerie cérébrale, et des travaux montrent que certaines régions qui jouent vraiment un rôle important dans le traitement de l'émotion, c'est le cas d'une structure qu'on appelle l'amygdale, que vous voyez ici, et à nouveau d'une région du cortex préfrontal médian dont on a déjà parlé, eh bien, ces régions s'activent davantage lorsque l'on pense à des événements futurs
positifs plutôt que des événements négatifs. Donc ces régions pourraient jouer un rôle important dans ce biais d'optimisme que la plupart des gens présentent. Alors certaines recherches montrent qu'être optimiste dans une certaine mesure par rapport au futur présente certains avantages. Ça a été lié à un bien-être supérieur, à une meilleure santé psychologique. Par exemple, on sait que les personnes qui sont déprimées vont avoir une réduction de ce biais d'optimisme et au contraire vont plutôt avoir tendance à avoir des prédictions négatives concernant leur futur. Certains travaux montrent même qu'il y a un lien entre l'optimisme et la santé physique. Et ça a été aussi mis en évidence que les personnes davantage optimistes ont plus de réussite sur le plan professionnel. Maintenant, attention, c'est toujours une question d'équilibre. Un excès d'optimisme peut également amener à certaines difficultés. Par exemple, si vous êtes trop confiant, trop optimiste dans certains domaines, ça peut vous amener à faire des choix financiers qui sont totalement désastreux ou à avoir des comportements qui ne sont pas très indiqués au niveau de votre santé parce que vous ne prenez pas du tout, vous êtes trop optimiste sur le fait que vous ne risquez absolument pas d'avoir telle ou telle maladie, etc. Bon. Donc c'est toujours une question d'équilibre, évidemment, mais une certaine dose d'optimisme dans l'ensemble est plutôt bénéfique. Bien, donc j'en arrive à la fin de cet exposé. Alors pour résumer, donc, nous avons vu la mémoire joue vraiment un rôle important dans notre capacité à imaginer le futur. Pour envisager des événements futurs, nous allons puiser des informations en extrait de nos expériences passées qui sont stockées dans notre mémoire épisodique et nous allons utiliser aussi des connaissances générales que nous avons sur le monde et nous-mêmes qui sont stockées dans notre mémoire sémantique. Alors ces projections futures vont nous permettre de prendre des décisions qui sont plus avantageuses à long terme, de planifier nos actions de manière efficace et elles vont également nous donner un sens que notre vie a une certaine continuité et renforcer notre sentiment d'identité personnelle. Nous avons vu également que l'émotion joue un rôle important dans nos projections futures. C'est ce qui donne vie en quelque sorte à nos projections futures et va augmenter notre motivation à atteindre les événements positifs qu'on essaye d'atteindre ou au contraire d'éviter des événements négatifs que l'on craint. Alors pour terminer, je voudrais très brièvement faire la remarque suivante. Nous avons vu que la mémoire joue un rôle important, voire même essentiel dans notre capacité à imaginer le futur. Cependant, parfois, elle peut être un frein. En effet, si on se base uniquement sur nos expériences passées pour imaginer le futur, ça nous amène rarement à imaginer des situations qui sont totalement nouvelles. Alors, dans la mesure où notre environnement a une certaine régularité, s'il est prédictible et qu'il y a assez peu de changements, nos prédictions sont efficaces. Mais dans des temps plus incertains, et lorsque les changements sont plus importants, le fait de se baser uniquement sur nos expériences passées peut nous amener à ne pas anticiper des changements importants et à ne pas s'y préparer. Dès lors, même si la mémoire joue un rôle important dans notre capacité à imaginer le futur, il est parfois aussi nécessaire de s'affranchir dans une certaine mesure de la mémoire pour imaginer des mondes plus créatifs, comme c'est le cas par exemple dans la science-fiction. Le fait de pouvoir imaginer ces mondes nouveaux de manière plus créative, en fait, pourrait s'avérer particulièrement déterminant pour le devenir de l'humanité dans ces temps incertains. Je vous remercie de votre attention. Alors, qui aimerait lancer la série de questions par une première question? Oui, alors nous avons quelqu'un tout en haut. Alors, nous avons deux collègues qui se baladent avec des micros, qui vont venir vers vous. Peut-être si d'autres ont déjà des questions, s'ils peuvent s'annoncer, comme ça on peut déjà se diriger vers vous. Oui, madame, juste après, voilà, merci. Bonsoir, merci beaucoup pour votre exposé. Bonsoir. Je me pose la question dans la prise de décision, vous avez parlé des différents aspects des fonctions de la mémoire. Et il y a toujours des mémoires qui sont conscientes, il y a des mémoires qui sont complètement inconscientes, qui sont liées
peut-être pas du tout à la cognition, mais plutôt à tout le système sensitif. Il y a plein de niveaux de ces mémoires qui sont agissantes dans la prise de décision. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ce sujet ou est-ce que vous voulez que je précise une question spécifique? Non, d'accord, merci pour cette question. Ben oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai insisté ici sur un aspect, ce qu'on a des projections futures qui sont conscientes et quel est leur rôle dans la prise de décision. Alors c'est sûr que maintenant, comme vous le dites, il y a toute une série de mécanismes qu'on appelle implicites ou inconscients qui jouent vraiment aussi un rôle dans notre comportement et qui vont nous amener à prendre certaines décisions. On n'est pas toujours conscient des déterminants, effectivement, des choix qu'on va faire. Et il y a des systèmes de mémoire qui vont enregistrer de manière automatique toute une série de régularités dans notre environnement, etc. Et qu'on va utiliser de manière automatique, donc sans nécessairement y penser, et qui vont orienter nos choix, qui vont faire amener à prendre certaines décisions. Donc c'est sûr que des mécanismes inconscients ou implicites jouent également un rôle très important dans nos décisions. Maintenant, la capacité à pouvoir se représenter de manière consciente certaines possibilités futures joue un rôle particulièrement important pour être plus flexible aussi dans nos décisions. Dans certaines espèces animales, on voit qu'elles sont capables d'apprendre et d'utiliser des informations qu'ils ont apprises pour planifier des événements futurs, ce qui se produit en fait de manière assez automatique, mais de manière relativement inflexible, tandis que l'être humain est capable d'envisager une myriade de possibilités, de futurs possibles, et d'évaluer les conséquences possibles de différents choix. Et le fait de pouvoir faire ça consciemment va amener à finalement des décisions qui sont plus optimales aussi à plus long terme. Oui, madame, vous avez une question? Merci beaucoup pour cette présentation. Et la question, lorsque vous avez montré les émotions en format tranche de tarte, j'ai été étonnée que la projection dans le futur était à presque 48% générateur des émotions de joie et enthousiasme. Et ma question est, avez-vous fait ces études avec un échantillonnage de gens de plusieurs traditions culturelles? Car je pense qu'il y a des gens traditionnellement dans certaines cultures plutôt fatalistes, pessimistes. J'ai trouvé ce pourcentage très, très étonnamment haut. Oui. Et ma dernière et technocratique un peu question. Est-ce que vos recherches sont combinées avec le Human Brain Project de EPFL ou pas du tout? Non, pas. C'est la réponse courte pour la deuxième question. Pour la première, c'est une très bonne question. Effectivement, il y a très certainement des influences culturelles qui peuvent jouer un rôle. Ici, donc, cette recherche que j'ai présentée a été menée en partie en Belgique et en partie en Suisse, donc culture occidentale. Dans les cultures occidentales, en Europe, aux États-Unis, ce biais, ce qu'on appelle un biais de positivité, donc c'est-à-dire que la plupart des gens vont plutôt avoir tendance à se représenter le futur d'une manière positive. C'est ce qu'on observe chez la plupart des gens. Maintenant, il peut avoir, c'est en moyenne chez la plupart des gens, il y a des différences interindividuelles, mais en moyenne, on a plutôt une vision positive du futur. Maintenant, c'est vrai que nous sommes dans le cadre d'une culture plutôt individualiste qui favorise beaucoup la réussite personnelle, etc. Et où il y a certaines valeurs particulières qui probablement jouent un rôle important et nous amènent à concevoir notre futur qui valorise la réussite, etc. Et donc envisager des choses positives, des objectifs positifs qu'on essaye d'atteindre. Bon, je ne suis pas du tout spécialiste de la psychologie interculturelle, mais très certainement,
effectivement, dans d'autres cultures, on pourrait observer des résultats très différents. Mais ce serait une question qui, à ma connaissance, n'a pas été étudiée spécifiquement, en tout cas dans le cas des projections futures. Mais bon, je peux me tromper, peut-être qu'il y a eu des recherches là-dessus, mais j'en ai pas connaissance. Mais en tout cas, si ça n'a pas été fait, ce serait effectivement des recherches qui seraient tout à fait intéressantes à mener. Et de voir aussi dans quelle mesure cette différence peut... Bon, là, j'ai parlé un peu du rôle des projections futures dans l'identité. Ben, on sait qu'il y a des différences aussi interculturelles importantes dans la manière dont on conçoit notre identité, plutôt de manière individuelle ou plutôt de manière collective. Et de voir dans quelle mesure les projections futures aussi y contribuent, ce serait une question tout à fait intéressante. Merci beaucoup. Je pense qu'il y avait une question, en tout cas, Monsieur Toulaou. Ah, on a beaucoup de questions tout d'un coup. Monsieur Toulaou, oui, qui lève la main depuis un moment. Moi, Et puis vous avez le micro, alors allez-y. Voilà. Bonsoir, merci. Bonsoir. J'aurais une question par rapport à la toute fin de votre exposé, où vous avez parlé des créations futures, science-fiction novatrices. Et j'aurais aimé savoir s'il y avait une zone du cerveau particulière qui s'activait dans les projections futures nouvelles, ou si c'était quand même très ancré dans la mémoire, et qu'est-ce qui faisait qu'il pouvait y avoir ces différences D'accord. C'est une bonne question. Donc, bon, tout dépend évidemment de ce qu'on entend par projection nouvelle. Inventons souvent des choses. Est-ce qu'on a la capacité d'inventer réellement des choses? Oui, c'est ça. Donc, parce que beaucoup de recherches sur la projection future, en fait, si vous les lisez, vont dire se sont intéressés à la projection nouvelle, mais en fait, si vous regardez ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire que par événement nouveau, ils demandaient aux personnes d'imaginer des événements qu'ils n'avaient pas vécu en tant que tel dans le passé. Mais en fait, le contenu était très familier, n'était pas neuf en tant que tel, simplement ils recombinaient différents types d'expériences entre elles. Bon, comme l'exemple que j'ai pris, imaginez que vous allez voir un ami dans un restaurant auquel vous n'avez jamais été avec cet ami-là. Bon, l'événement peut être considéré comme nouveau dans la mesure où vous n'avez jamais vu cet ami dans le restaurant, mais il n'y a rien de neuf puisque vous connaissez ce restaurant, vous connaissez cet ami, etc. Bon. Donc, dans le sens où vous l'indiquez, ces événements ne sont pas nouveaux. À ma connaissance, il n'y a pas eu spécifiquement d'études sur des processus d'imagination du futur tels qu'on pourrait le concevoir dans la science-fiction, etc. Par contre, il y a eu pas mal d'études quand même sur la créativité et qui montrent en fait que les régions cérébrales impliquées dans des processus de créativité sont finalement très semblables aux régions que je vous ai montrées ici, qui sont associées à la projection dans le futur. Donc on voit effectivement qu'il y a un lien étroit entre les deux, oui. Ok, donc rien de... On ne sait pas qu'est-ce qui provoque une créativité mieux stimulée chez certaines personnes que d'autres. C'est l'environnement, en fait, plus que... Chez certaines personnes, qu'est-ce qui provoque une créativité? C'est une question difficile. Je dirais, justement, dans une certaine mesure, le fait de pouvoir s'affranchir de la mémoire joue un rôle. En même temps, même les processus les plus créatifs se basent toujours sur des connaissances qu'on a intégrées en mémoire. Donc, ce n'est jamais totalement neuf. La créativité est une nouveauté dans la combinaison de matériaux qu'on a déjà emmagasinés et qu'on extrapole en quelque sorte. Vous êtes monsieur qui lève la main depuis longtemps, allez-y. Oui. Oui. Ah. Je vous entends mal. Ouais. Peut-être il faudrait le micro, mais peut-être monsieur qui a levé le micro parler d'abord, non? Vous vouliez? Ah, ok. Ouais, peut-être on fait un certain ordre, sinon on va pas s'en sortir. Allez-y, monsieur. A-t-on étudié la mémoire historique des négationnistes à point de ne pas retomber dans les mêmes erreurs pour le futur? Et vous avez parlé des animaux.
A-t-on tenté d'examiner le cerveau d'1,5 gramme de l'abeille d'une mémoire d'éléphant, puisqu'elle rapporte ce qu'elle a vu par des gestes à 3 km de distance? Donc, première question, c'était sur la mémoire Historique. collective. Oui. En tout cas, moi, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'études sur la mémoire des négationnistes en particulier. Enfin, j'en ai pas connaissance, en tout cas. La deuxième question, vous pourriez répéter? C'était par des études chez l'animal qui... Bon, je dois dire tout de suite, je ne suis pas du tout spécialiste des études chez les abeilles. Qui est une mémoire d'éléphant. Oui. Bon, là, je dois vous dire, je vous ai présenté brièvement des recherches chez l'animal. Maintenant, je ne suis pas du tout spécialiste de la cognition animale et de l'éthologie. Donc, je ne peux pas vous dire avec certitude s'il y a eu des études qui ont été réalisées ou pas dans ce domaine. Désolé, ça sort un peu de mon cadre de compétences. Merci. Peut-être on passe de l'autre côté de l'amphithéâtre, comme ça on alterne pour pas que ce soit toujours de ce côté-là, oui. Bonsoir. Tout d'abord, merci pour votre exposé. Puis j'avais une question en fait par rapport au biais d'optimisme. Vous avez dit que finalement on avait tendance à surestimer les événements positifs dans notre vie future. Et finalement, le fait d'être optimiste, c'est comme si on se projetait dans le futur. Donc on imagine ces faits. Et au début, vous aviez dit que se projeter pouvait améliorer nos résultats. C'est lié ou pas du coup entre optimisme et amélioration des projections? Oui, c'est lié dans la mesure où le fait d'avoir une certaine dose d'optimisme va nous amener à augmenter notre motivation et les efforts qu'on fait pour essayer d'atteindre les événements positifs qu'on envisage et qu'on essaye d'atteindre. Donc effectivement, dans ce sens-là, c'est positif. C'est un effet motivationnel important et qui va nous amener d'une part à mieux mettre plus d'énergie, faire plus d'efforts pour atteindre les événements qu'on aimerait voir se réaliser. Et nous permet aussi de mieux planifier, comme on l'a vu, les différentes étapes qui sont nécessaires pour essayer de les atteindre. Donc, cet optimisme, moi, comme je l'ai dit, c'est toujours une question d'équilibre. Il ne faut pas être excessivement optimiste. Parce que d'ailleurs, ce que certaines études montrent, que le fait si des gens se complaisent uniquement, se visualiser, d'avoir réussi ça, d'avoir reçu un prix, par exemple, des expériences ont été réalisées, on demandait aux personnes soit imaginer le résultat positif, donc recevoir un prix par exemple. Se complaire dans ce type d'imagination n'est pas du tout positif, dans le sens ça amène les gens à être plus paresseux en fait. Mais par contre, si on leur demande d'imaginer cet état positif et en plus d'imaginer toutes les étapes nécessaires, tout ce qu'ils vont devoir faire pour essayer d'atteindre ça, mais là c'est positif et c'est là que l'optimisme est important. Donc il faut à la fois un optimisme, de la motivation, mais aussi planifier ce qui est nécessaire à faire pour atteindre les buts qu'on s'est fixés. Merci. Alors, il y a encore au moins 6 questions qui sont repérées. Alors, madame d'abord, ensuite madame. Bravo pour votre conférence. Veuillez nous dire à partir de quel âge on perd la mémoire? Il n'y a pas d'âge particulier. Donc les données que je vous présente là, c'est des travaux qui montrent qu'en moyenne, sur un groupe de participants, les personnes âgées vont avoir de moins bonnes performances dans une tâche de mémoire que les personnes jeunes. Maintenant, c'est en moyenne. Une personne donnée peut très bien avoir une meilleure mémoire qu'une personne plus jeune. Et donc, c'est sûr qu'en moyenne, il y a un déclin progressif de la mémoire, mais qui se fait justement progressivement. Donc, on ne peut pas dire qu'à partir de tel âge, hop, on n'a plus de mémoire. Non, c'est quelque chose qui se fait progressivement. Et donc, voilà, on ne peut pas identifier un âge en particulier. Excusez-moi, on peut perdre la mémoire jeune? Oui, c'est-à-dire que
perdre ou pas. Déjà, il y a de fortes différences interindividuelles dans les capacités de mémoire, indépendamment de l'âge. Donc certaines personnes ont meilleure mémoire que d'autres. D'ailleurs, ça dépend aussi des types de mémoire dont on parle. On a vu qu'il y a différents systèmes de mémoire. Avoir une meilleure mémoire dans un domaine n'implique pas nécessairement qu'on ait une meilleure mémoire dans un autre domaine. Donc oui, il y a des différences à tout âge entre les individus. Oui. À propos de perte de mémoire, j'ai oublié qu'il y avait la question suivante. Je pense... oui, madame qui est au milieu lève la main depuis presque le début. Je crois que ça va vous... Juste madame qui est debout, là, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ouais. Merci. En tant que clinicienne, j'ai apprécié, mais je reste un petit peu sur ma faim, puisque vous avez parlé d'un accident de voiture, mais qu'en est-il donc quelque chose de physique, mais le trauma psychologique, parce que je ne pouvais pas m'empêcher, en vous écoutant, de penser au nombre de requérants d'asile, réfugiés, qui ont un projet, qui ont une mémoire, et il y a un moment, une effraction dans leur vie. Il y a un trauma, ils sont là bloqués. Qu'est-ce qui se passe? Les projections ne marchent plus. Et là, qu'est-ce qui se passerait? Enfin, ça serait un sujet de travail, parce que je pense qu'au niveau de leur identité, il y a toute une dégringolade. Qu'en sera-t-il de leur possibilité de se reprojeter dans un futur? Parce que voilà, quand vous parliez d'optimisme, j'avais quand même ces images qui me revenaient et que vous parlez de personnes qui ont vécu un événement traumatique, c'est ça? Par exemple, des gens qui quittent, comme on voit maintenant tellement la Syrie, qui prennent les bateaux, qui vivent des choses épouvantables, alors qu'ils avaient une projection positive, un futur, ils avaient tout un imaginaire, et il y a une effraction qui les sidère, une sidération, un peu comme votre accident de voiture. Et là, la mémoire ne vous aide plus beaucoup, parce que c'est quelque chose que vous n'aviez jamais rencontré avant. Oui, et en plus, tout à fait, il y a un effondrement global. Alors, peut-être que ce n'est pas l'objet de votre recherche, mais je ne peux pas m'empêcher quand même de me demander si vous avez réfléchi aussi à cette question, et qu'est-ce qui se passerait au niveau, par exemple, de votre imagerie cérébrale? Tout à fait, c'est une bonne question. Donc, en fait, je pense que j'aurais deux éléments de réponse par rapport à l'exemple concret que vous donnez. D'une part, forcément, étant donné qu'il y a des changements de vie abrupts, ça amène à devoir reconsidérer de manière complètement différente son avenir. Et ce qui est extrêmement compliqué d'avoir un avenir à long terme, pourquoi? Parce que simplement, enfin pas simplement, mais parce qu'il y a des changements de vie importants. Et donc, effectivement, on ne peut plus se baser sur les régularités de notre vie et toutes nos attentes, etc., pour pouvoir se projeter dans le futur. Donc ça, je dirais, c'est un changement lié au changement de vie, de l'environnement. Maintenant, dans ce que vous évoquez aussi, si je me trompe, il y a aussi l'aspect plus de l'impact psychologique d'avoir vécu un événement traumatique. Et là, il y a des recherches qui ont été réalisées dans ce domaine, sur l'état de stress post-traumatique, par exemple, et qui montrent que ces personnes ont, ce qu'on savait, c'est qu'elles ont des souvenirs autobiographiques moins riches, moins détaillés, sauf par rapport à l'événement traumatique qui peut lui être vécu de manière très vivace, sous forme de flashback, etc. Mais ce que les recherches montrent, c'est que ces personnes ont aussi des projections futures qui sont moins riches, moins détaillées, donc ce qui va dans le sens, effectivement, de ce que vous évoquez. Tout à fait. D'abord monsieur, et puis ensuite monsieur. Peut-être on commence là-bas si vous voulez bien. Allez-y. Et puis après ça marche bien, ça. C'est une question qui rejoint un petit peu la question de madame au niveau des mécanismes du cerveau ou des zones qui se mettent, qui s'illuminent, je ne sais pas comment on dit, mais qui s'activent. Merci madame. Pour éviter les biais des émotions. Donc c'est peut-être un petit peu moins profond qu'un traumatisme, on va dire plutôt d'une série de plus petits traumatismes qui peuvent créer des peurs ou peut-être un excès d'optimisme. Est-ce qu'il y a des mécanismes ou des zones du cerveau qui travaillent plus au moment de... Vous voyez ce que je veux dire?
Pour éviter les biais des émotions, c'est ça que vous dites? Voilà, exactement. Pour compenser le biais des émotions. Oui, d'accord. Ben, tout d'abord, je dirais que c'est sûr que les émotions peuvent amener à certains biais, à faire de mauvais choix, mais il faut aussi savoir que les émotions jouent aussi un rôle positif et important. Il y a tout un certain nombre de recherches qui montrent que dans nos décisions, le fait d'attribuer une valeur émotionnelle à des événements futurs qu'on anticipe, certaines conséquences de nos actes par exemple, c'est vraiment fondamental dans les mécanismes de prise de décision. Donc l'émotion joue quand même un rôle positif. Donc ça, il faut d'abord le souligner. D'ailleurs, des patients qui, suite à certaines lésions cérébrales, ont ces mécanismes émotionnels qui sont perturbés, ils vont faire de moins bons choix, en fait, des choix qui sont moins avantageux à long terme. Maintenant, c'est vrai que parfois, à l'inverse, l'émotion peut être aussi perturbateur. Le fait d'être excessivement anxieux par rapport à certaines perspectives futures, etc., peut être un frein et nous amener, là, au contraire, à prendre de mauvaises décisions. Donc, il existe effectivement des mécanismes, ce qu'on appelle des mécanismes de régulation émotionnelle qui permettent, dans une certaine mesure, d'essayer de modifier l'impact émotionnel des événements et en particulier des projections futures qu'on a. Et donc ces mécanismes peuvent aussi jouer un rôle dans le fait d'essayer de prendre des décisions qui sont plus avantageuses. Peut-être pendant que monsieur pose une question, est-ce que vous pouvez descendre le micro ici, parce qu'il y a toute une série de questions en bas. Voilà, merci pour votre exposé qui est très intéressant. Vous avez parlé des études menées sur la manière dont les enfants ou les adultes se projettent dans le futur. Et la question que j'avais, c'est est-ce qu'il y a des études menées sur la manière dont les enfants ou les adultes se projettent dans l'avenir? Est-ce que les résultats seraient les mêmes? Parce que ce qui m'a frappé, c'est que quand même, la raison pour laquelle on se projette dans le futur, c'est l'importance de la planification, de la maîtrise sur le futur. Et la question, si on avait posé la question, la manière dont on se projette dans l'avenir, est-ce que les réponses auraient été les mêmes? Parce que justement, l'avenir, c'est peut-être ce qu'on ne maîtrise pas autant que le futur. D'accord. Quelle différence faites-vous entre futur et avenir? Moi, j'utilise le terme de manière plus ou moins interchangeable. Donc, oui, je pense que ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire okay, que dans le terme, d'accord. Le futur, quelle différence vous faites entre... Le futur, c'est quelque chose qu'on envisage où la maîtrise de l'être humain est beaucoup plus prépondérante. L'avenir, c'est ce qui advient à nous, c'est ce qui vient vers nous. Donc l'élément de maîtrise est, à mon avis, moins important dans la conception de l'avenir. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle vous posez la question. D'accord, ok. Bon, à ma connaissance, il n'y a pas ces deux conceptions, le futur et l'avenir, n'ont pas spécifiquement été étudiées et comparées. C'est vrai que ça pourrait être intéressant. Et je pense que c'est sans doute en lien. Il y a certains travaux, mais qui sont tout récents, qui commencent seulement, qui essayent de comparer les projections futures dans des événements qui sont plus ou moins probables. Et qu'est-ce qui fait que finalement on a l'impression que quelque chose qu'on imagine va réellement se produire ou est plus ou moins plausible, etc. Enfin, je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question, mais en tout cas, je dirais, oui, c'est sans doute une voie de recherche intéressante d'essayer de voir quels sont les mécanismes, en quoi ils diffèrent selon la probabilité des événements qu'on imagine. Oui. Est-ce qu'on se prend encore 3 ou 4 questions? T'es d'accord? Ok, super. Monsieur, peut-être? Ouais, allez-y. Je voulais vous demander si il y a des comportements collectifs, disons, qui impliquent à la fois la connaissance et la mémoire collective. Je pense en particulier, par exemple, au nazisme qui a pris une importance extraordinaire dans un pays réputé pour sa culture. Que se passe-t-il dans des cas comme celui-là? Donc, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question. Désolé. Le poids de la mémoire collective. Pardon? Et quel rôle ça a dans le futur? C'est ça, dans la projection future?
Je veux dire que, disons, il y a eu des comportements collectifs, Oui. des peuples entiers entraînés dans des aberrations effarantes, même sur une base culturelle qui paraissait solide. Je pense à l'Allemagne et au nazisme. Donc là, ça implique à la fois un comportement et une mémoire. Bien sûr, oui. Oui, ben, je pense qu'effectivement, ces aspects de mémoire collective sont très importants aussi pour justement ne plus reproduire dans l'avenir, évidemment, des erreurs qui ont été effectuées dans le passé. Cette idée des relations entre mémoire collective et projection dans le futur aussi, qui sont partagées culturellement, collectivement, est un thème en fait qui commence vraiment à être abordé, mais qui est vraiment au tout début. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de recherches sur la mémoire collective, mais par contre, sur comment les projections futures peuvent aussi être partagées par des groupes d'individus, par une société, je pense que c'est une question effectivement tout à fait intéressante à différents niveaux, au niveau politique, au niveau social, etc., et qui commence à être étudiée, mais il y a encore assez peu d'études scientifiques à ce jour sur cet aspect, en tout cas lié au futur. Peut-être une question de notre plus jeune auditeur, je pense. Quel âge tu as? J'ai 11 ans et demi. D'accord, on t'écoute. Je me demandais s'il y avait un lien entre l'hypnose et ce dont vous avez parlé dans votre conférence, là maintenant. Un lien entre l'hypnose... c'est une bonne question. L'hypnose... d'abord, je dois te dire, je ne suis pas du tout spécialiste de l'hypnose, mais il y a des recherches effectivement qui s'intéressent au rôle de l'hypnose dans la mémoire, donc voir comment, en hypnotisant quelqu'un, on va pouvoir lui faire récupérer certains types d'informations, la faire revivre des événements qu'elle a vécus dans le passé. Et il y a des recherches aussi qui s'intéressent au rôle de l'hypnose dans l'imagination, et en particulier dans l'imagination du futur. Alors je pense que dans ce cas particulier, ce que l'hypnose permet de faire, c'est que ça permet vraiment à la personne de s'immerger complètement dans les événements qu'elle imagine, comme elle le vivait réellement en quelque sorte. Donc je pense que l'hypnose permet de faire ça dans une certaine mesure en tout cas. Oui. Monsieur, désolé, on vous a fait attendre un petit moment, il y a beaucoup de questions en même temps. Allez-y. Okay. Merci. Merci. Alors, ouais, ça va être rapide. Merci pour votre conférence. Je vais juste poser une question qui est rapide. On dirait qu'il y a une cause-effet par rapport aux mémoires du passé, aux expériences du passé, qu'on a tendance, comme être humain, à répéter des mémoires positives, à répéter dans le futur. Et quand on parle de projection, quand on se projette dans le futur, on a tendance à être plus optimiste, parce qu'on fait recours à des mémoires positives qu'on garde. Et ces mémoires nous aident à prendre des décisions, souvent en répétant des choses qu'on a vécues dans le passé. Mais aussi, parfois, on prend des décisions contraires, même si nos expériences passées nous disent que la bonne décision sera la même. Il y a une raison pour ça ou c'est aléatoire et c'est en fonction des expériences entre-temps vécues? D'accord, donc oui. C'était long. Oui, donc effectivement, mais les projections futures, l'utilisation de nos expériences passées, elles nous permettent d'essayer d'optimiser nos choix, d'essayer de prendre des meilleures décisions. Maintenant, c'est clair que comme tout le monde fait des erreurs, et parfois même si on sait qu'on devrait faire tel choix, pour une raison ou une autre, on va faire un choix qui n'est pas celui-là. C'est clair que les processus de décision sont très complexes. Il y a plein de variables qui entrent en jeu, des facteurs émotionnels, parfois des facteurs qui ne sont pas nécessairement conscients, comme on l'a évoqué tout à l'heure, et qui peuvent aussi influencer notre comportement. Donc, c'est sûr que la capacité à se projeter dans le futur joue un rôle important dans le choix de nos décisions, essaye
les optimiser, mais ce n'est pas non plus le seul facteur qui est en jeu. Il n'y a pas, en tout cas, une relation de causalité obligatoire et unique, non. Alors peut-être 2 dernières questions. Madame qui attend depuis un petit moment, puis monsieur là, puis après on devra s'arrêter parce qu'il faut bien s'arrêter un moment. Oui, allez-y. Alors, bonsoir. Quand vous parliez du rôle de la mémoire dans l'imagination du futur et que vous compariez une population jeune à une population plus âgée, vous avez dit que les personnes qui étaient plus âgées avaient vraisemblablement moins d'éléments quand ils parlaient d'un événement passé puis d'un événement futur. Est-ce que vous aviez contrôlé le fait que peut-être ça recoupe par exemple la population de migrants qui a eu un événement traumatique? Est-ce que cette population aurait de toute manière tendance à moins envisager le futur parce que plus vieille et donc moins de temps qu'il leur reste à vivre? Oui. Par rapport à l'aspect de population de migrants, je pense que ça ne s'appliquait pas à ces recherches en particulier. Par rapport à l'autre aspect que vous évoquiez, bah oui, c'est évidemment un aspect très important. Maintenant, dans cette étude-là, je ne pense pas que ça puisse expliquer les résultats. Pourquoi? Bah parce qu'on demandait aux personnes de se projeter dans un futur à relativement court terme, c'est-à-dire dans une semaine versus dans un an. Donc, bon, dans un an, c'est déjà un peu plus loin, mais enfin, ce n'est pas non plus un futur très éloigné. Si on avait demandé aux personnes de s'imaginer dans 10 ans, bon, d'accord, peut-être il y aurait eu des résultats différents, mais même dans un futur très proche, donc c'est-à-dire à une semaine, on voit qu'il y a des différences avec les personnes âgées. Donc, encore une fois, en moyenne, c'est des résultats en moyenne. Ça ne veut pas dire qu'une personne âgée en particulier va nécessairement avoir des représentations du futur qui est appauvrie. Mais en moyenne, il y a quand même une richesse qui est moindre chez les personnes âgées par rapport aux personnes jeunes. D'accord, merci. Voilà, une dernière question, monsieur, peut-être. Voilà, j'aimerais un petit peu remonter la conférence, justement, et concernant cette capacité à projeter dans le futur une expérience passée et l'utiliser, on le retrouve chez les insectes aussi. Il me souvient d'un très très beau film, ça s'appelait Microcosme, qui était un film qui était essentiellement axé sur les insectes. C'est trop fort? À peu près. Donc sur les insectes, il était justement question, à la grande surprise des réalisateurs, d'un bousier qui transportait sa petite boule de crotte, justement, sur le passage duquel on avait mis un obstacle. Hein. Et alors, ce bousier, quand il est arrivé à l'obstacle, s'est bagarré, effectivement. Dans tous les sens, on trouve une stratégie pour le dépasser. Il a réussi finalement à pouvoir dépasser cet obstacle. Ils ont réitéré l'expérience quelques temps après, justement, et le bousier a tout de suite su quelle stratégie il fallait faire pour le dépasser. Donc, il a effectivement utilisé une expérience passée pour une expérience future. À la surprise même des réalisateurs, justement, ils ont vraiment souligné cet événement. D'accord, merci. Ben, je ne connaissais pas cet exemple en particulier. Ben oui, il y a une série de recherches chez différentes espèces animales qui montrent effectivement qu'il y a la mémoire à utiliser pour planifier le futur. Maintenant, bon, c'est une question qui est très débattue encore à l'heure actuelle, mais la grande question, c'est de savoir finalement, est-ce qu'ils ont réellement une représentation du futur, ou est-ce que c'est simplement des mécanismes qui sont relativement automatiques, qui peuvent être modulés par l'environnement et certaines circonstances, mais est-ce qu'ils ont réellement une conscience du futur? Bon, alors évidemment, c'est très difficile d'évaluer dans la mesure où on ne peut pas communiquer avec eux sur base du langage comme on peut le faire entre êtres humains, mais plusieurs chercheurs estiment que les capacités de planification du futur qu'on observe dans plusieurs espèces animales montrent qu'effectivement la mémoire peut être adaptée pour planifier le futur, mais néanmoins n'implique pas nécessairement qu'ils aient une conscience du temps. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas nécessairement se projeter mentalement dans le futur et imaginer des événements comme on est capable de le faire. Ce qu'on appelle dans la littérature la notion de voyage mental dans le temps. Quand on imagine un événement futur, on est capable de se projeter comme si on se retrouvait à l'événement, au moment de l'événement qu'on imagine, et on peut essayer comme si on le vivait à l'avance en quelque sorte. Ce mécanisme qui implique une certaine forme de conscience du temps
là, jusqu'à présent, il y a peu de données qui laisseraient entendre qu'il existe aussi dans d'autres espèces animales. Mais bon, c'est une question qui reste encore assez débattue actuellement. Alors, est-ce que les différentes applications dans les processus de mémoire ou d'un certain type de mode changent les capacités, les résultats finaux dans ces capacités de sécurité? Parce que planification, c'est une chose, imagination, c'est quand même un peu plus. Oui, même si l'imagination intervient dans la planification. Enfin, bon, c'est quand même lié. Je suis d'accord que c'est deux choses différentes, mais qui sont quand même étroitement liées. Enfin, en tout cas, ce que les recherches montrent, c'est que la capacité à s'imaginer de manière détaillée en train de faire certaines actions, etc., lors du processus de planification, va augmenter en fait l'efficacité de la planification. Maintenant, donc, en ce qui concerne l'utilisation de différentes formes de mémoire, comme je l'ai évoqué brièvement, la mémoire épisodique joue un rôle important, la mémoire sémantique, d'autres formes de mémoire impliquées dans le fait d'enregistrer des régularités de l'environnement, etc., jouent également un rôle, non seulement dans la planification, mais aussi dans les processus d'imagination. Je pense qu'ils jouent un rôle dans les deux. Mais je suis d'accord avec vous que c'est deux processus distincts, mais néanmoins qui sont quand même liés, en tout cas qui interagissent. Merci beaucoup. Je propose qu'on remercie à nouveau notre conférencier.